Bonsoir. Un éboulement meurtrier ce week-end sur le site d'orpaillage clandestin à Niakara. 6 hommes ont malheureusement perdu la vie dans ce drame. On en parle tout à l'heure. Et en sport, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, a été inhumé le vendredi dernier. Toute la grande famille du football lui a rendu un vibrant hommage. Nous y reviendrons. Au Burkina voisin, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir, n'a pas réussi à obtenir la majorité au Parlement. Quelles en seront les conséquences sur la gestion du pouvoir? Le point dans la situation du Life Actu. Et ce soir, nous parlerons de paix et d'arts martiaux. Notre invité du jour est Olivier Avoy. Il est président international du réseau des pratiquants d'arts martiaux pour la paix. Avec lui, il sera question de la contribution des arts martiaux à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bonne semaine à vous, bonne semaine à tous. C'est une nouvelle semaine que nous entamons avec beaucoup de pages, avec beaucoup de pêche, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de bonne humeur et surtout des kilos en moins. Et je tiens à le dire, oui. Pour ceux qui l'auraient remarqué, tant mieux. Sinon, je me fais fort de le rappeler. En général, la couleur noire, ça amincit. Et du bleu, merci beaucoup pour ce commentaire dont on se passerait bien. On va demander à la production de nous apporter une balance pour que tous les sports on puisse contrôler. Soyez délivrés, hein, frère. D'ailleurs, je porte une ceinture, donc pour dire que j'ai... Je vois que tu as une ceinture noire. Oui, j'ai une ceinture noire. Alors, pour quiconque parlait de la situation, dans la situation tout à l'heure, j'ai gardé un petit souvenir pour vous, Sophie Aïda. Vous particulièrement. Tout à l'heure, j'ai dit dans la situation, vous avez tenu à me le dire. Je m'en souviendrai. Bonsoir Serge Pachi, comment ça va? Bonsoir Brice. Je tiens à souligner que vous étiez samedi à la salle de sport. Vendredi et samedi. C'était vendredi. Vous étiez tout seul. C'est Rihanna qui m'a Vendredi et dit. samedi. Les 2 jours. Les 2 jours, c'est Rihanna qui m'a dit. Il nous attendait. Moi, je vous attendais déjà vendredi. C'est vous qui étiez les plus motivés en plus. Et ensuite, samedi 10h, je vous ai attendu à l'équinoxe, mais non. Je tiens également à... Comme quoi au coach, je serai là cette semaine. On viendra en force. On viendra en force. Rihanna, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va très hein? bien. Ça va très bien. Très bien. Vous êtes magnifique. Merci, c'est gentil. Pétillante, je dirais. Oui. C'est vrai que le noir, mais si. Voilà, on n'a pas trop besoin. On n'a pas trop besoin pour elle. Elle est mannequin, c'est bon. Ah, d'accord, c'est juste valable pour moi alors. Élie Boubleu, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Week-end dans la campagne? Non. Non. Tu as un satellite qui m'a observé. Non, pas du tout. Mais pourquoi la campagne? Pourquoi la campagne? Je sais pas pourquoi, mais la ceinture là, vous pas peur. Vous me répondez comme ça. C'est juste des tissus en fait. C'est juste des tissus? Ben oui. Ben non, faut respecter. Brice, un petit mouvement là. Un petit mouvement? Ouais. Allez, fais claquer. Non, c'est pas ça. C'est plus ça que je vais faire. C'est plus un kata que je vais faire. Aïe, aïe. Attends, je C'est tremble. bon, c'est moi l'image. Mais je fais gentil là, tu vois, donc c'est pas possible. Sophie Aïda, bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Bien votre week-end, Sophie Aïda? Super. Very nice. Bon, pour pas que je dise de satellite, vous l'avez passé comment votre week-end? Au repos. Le repos? Et puis church, you know. Church? Je pense à Pamela. Vous avez fait le truc des femmes qui font le gospel. Bon, en tout cas, vous l'avez remarqué, pour cette semaine-là, on est au taquet, on est prêt pour cette semaine-là. On va proposer le meilleur de la télé sur ce rendez-vous-là, c'est le Live Talk. Bienvenue. On va faire le tour de l'actualité, c'est dans le Live Actu. À tout de suite. Donne les temps. Dans les temps, exactement. Je suis en train de battre mon propre corps. Pile poil. Bon, on va malheureusement aborder une question triste, celle de ces personnes disparues là dans un éboulement sur un site d'orpaillage pour le point société. C'est à Niakara. C'est ça. Alors, Que s'est-il passé l'histoire se passe à Niakara, donc du vrai nom Niakara Mandougou, je vais y arriver, qui est une ville située, on va dire, au nord de la Côte d'Ivoire, à environ 50 km au sud de Korogo, donc pour situer un peu. Et dans cette ville...
C'est ça, normalement. Et donc, dans cette ville, donc Niakara, on a un village qui s'appelle Loo. Et dans ce village, on a un site aurifère donc d'exploitation illégale d'or, on va dire. Et donc, on a de l'orpaillage, en fait. C'est un site d'orpaillage où il y a eu un éboulement. Et donc, on a pu malheureusement observer le décès de 6 personnes. Donc, 6 orpailleurs qui ont perdu la vie dans ces 6 orpailleurs clandestins, il faut bien le signifier, parce que la problématique qui se pose, c'est que c'est de l'orpaillage clandestin, donc qui est illégal, justement. Alors, ces victimes sont des ressortissants de pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des Ivoiriens, et les victimes sont accidentellement mortes par étouffement à plusieurs dizaines de mètres sous terre, excusez-moi parce que ça m'émeut un tout petit peu, dans la forêt qui se trouve justement dans ce village-là. Et certaines sources affirment que ces forêts-là, justement, dans cet environnement donc de Loo, Niangbo, Kafiné et tous les villages aux alentours sont très prisés et sont sans cesse soumises à la convoitise justement de tous les orpailleurs de cette zone-là. Et là, le nord de la Côte d'Ivoire est une zone qui est beaucoup, on va dire, sollicitée, prisée par les orpailleurs clandestins qui viennent de pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. On a eu en avril 2020, là tout récemment même, une polémique selon laquelle des autorités seraient allés à Boundiali pour casser, on va dire, des campements d'orpailleurs clandestins. Alors c'est une vraie problématique qui se pose en ce moment dans le pays et malheureusement, aujourd'hui, on en est à déplorer des vies humaines. Ben, en fait, ça pose un problème environnemental, un problème sociétal, même problème de sécurité. En tout cas, c'est une question très très profonde et je pense que de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ces pratiques. Environnemental et société, j'ai envie de rebondir sur ces 2 aspects, puisqu'on sait très bien que l'orpaillage, enfin on sait très bien, c'est assez prétentieux de le dire, mais il y a une matière chimique qui rentre en ligne de compte dans cette activité, qui est le mercure. Et on sait très bien quels sont les dégâts que cause le mercure sur l'environnement et dans la nature, sans parler de ce que ça peut causer comme dégâts sur l'être humain même, déjà à la base. Donc il y a cette question-là, environnementale. La question sociétale, il faut savoir déjà que c'est près d'1 millier de mines artisanales et clandestines qui existent en Côte d'Ivoire comme ça. Mais bon, après, vous avez quand même plus de 500 000 personnes qui tirent leurs revenus de l'exploitation de ces mines artisanales. Mais malheureusement, dans ces milliers de mines artisanales, vous avez au moins, au bas mot, 200 enfants qui y travaillent. Et donc, c'est sociétal, c'est vraiment un fléau. Parce que justement, aujourd'hui, on n'a peut-être pas d'enfants dans ces éboulements, mais Dieu seul sait combien d'enfants meurent peut-être tous les jours dans ces mines artisanales qui sont passées sous silence, puisque justement, personne ne peut faire de bruit autour de ces décès. En fait, il faut véritablement beaucoup plus d'enquêtes et porter un peu plus le regard sur cette activité illégale, parce que tu as parlé de conséquences environnementales, des désastres écologiques surtout, parce qu'on parle d'érosion, on parle également de produits chimiques qui sont utilisés et qui sont déversés dans les cours d'eau, donc avec un impact peut-être à long terme sur la santé des populations. Est-ce que des enquêtes ont été menées sur les populations pour savoir un peu l'impact médical, en tout cas sur la santé de ces populations? En tout cas, on sait très bien que le mercure, il n'est pas, on ne doit pas le manipuler. En plus, l'utilisation de ces produits-là n'étant pas soumis à une certaine forme de contrôle, et puis il y a aussi l'impact économique, parce que derrière, l'impact financier, c'est des... Ça échappe à tout contrôle. Voilà, c'est des quantités d'or qui sont revendues à la contrebande. Je crois qu'en de 2006 à 2016, l'orpaillage clandestin avait fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire un montant de près de 480 milliards de francs CFA. C'est une manne qui n'a pas pu être dégagée pour l'État de Côte d'Ivoire. Il faut véritablement se poser sur ce problème. Si on perd 400 milliards, d'accord, dans un fléau que nous connaissons. Exactement, qui est identifié, absolument. Qui est identifié. Je pense qu'il y a de quoi investir un minimum. Et depuis de nombreuses années. Pour pouvoir lutter contre ce fléau-là, ne serait-ce que pour gagner de l'argent et réglementer ce secteur-là. À côté des sites qui sont identifiés, il existe, on l'a dit, de nombreux sites clandestins. Donc du coup, la recherche, les enquêtes pour pouvoir découvrir... Si on arrive à nous dire qu'il existe environ 1 millier de mines artisanales et clandestines sur le territoire ivoirien, c'est qu'on sait à peu près où les... Il faut préciser, comme tu l'as dit en début d'année, en mai 2020, on les ferme. En mai 2020,
2020, surtout- un site a été démantelé à Voilà. Bundiali. Donc, L'État s'ils sont était très identifiés, on peut les regardant sur la démanteler. question. Oui. L'État Oui, il y était a même très une brigade regardant qui a sur été créée au sur niveau la de la question. gendarmerie, En fait, qui aujourd'hui, œuvre pour l'idée ça. serait de dire que c'est un secteur qui serait vraiment économiquement parlant très porteur, qui a un gros potentiel, mais qui gagnerait à être réglementé et pour la vie déjà de ces orpailleurs-là, de tous les gens qui sont autour, pour l'environnement et pour Non, la je pense santé qu'il est- économique. qu'il est quoi. réglementé. Le souci, c'est dans plusieurs pays, ça existe. C'est que quand on en ferme un, il y en a un autre qui ouvre quelques jours après. Donc ces personnes-là, elles ont quitté leur pays quand même pour venir faire ce genre de travail. Elles savent que c'est illégal. Ce sont des clandestins, ils sont prêts à tout. Et après, Quelque on part, parle- pour c'est nourrir comme leur- le leur problème famille, avec C'est comme le moi, j'ai vu- braconnage, par alors- exemple. C'est comme le braconnage. sauf- On a oui. des forêts classées, on a des espèces qui sont protégées. Exactement. Il y a le braconnage qui existe, mais il y a également tout un système mis en place par le ministère des Eaux et Forêts, en tout cas dans d'autres pays, dans le ministère des Eaux et Forêts, Même ici. pour combattre ces contrebandiers. Et donc on peut le faire, Moi, j'ai vécu on peut une le faire scène. également pour le secteur des J'ai mines. vécu une scène il y a quelques années de cela, dans un car de transport qui dessert donc Abidjan à l'intérieur du pays, voire le nord du pays, un car de 70 places. À bord de ce car, une fois qu'on a démarré, la moitié donc, du car, donc pratiquement toutes les places de derrière, étaient occupées par des enfants. Des enfants, des jeunes, les plus grands, c'était des ados. Hein. Moi, j'aurais dit 16 ans, 17 ans. Sinon, le reste, c'était 9 ans, 10 ans. Ouais. Et avec des vêtements très sales et tout. Et j'ai tout de suite compris. Et à chaque barrage, parce qu'il y avait des barrages à l'époque, il y en a le plus grand qui descendait, qui discutait avec les autorités, qui remontait et qui partait. Donc après, je me suis renseigné justement avec le convoyeur du car qui me disait qu'effectivement, c'était des gens qui partaient travailler dans les mines. Il y a tout un système Bon, en place. alors, Ouais. à un moment, il faut quand même vraiment sévir et fermer un peu plus le robinet parce qu'on les voit circuler dans le pays. On n'a pas des frontières aussi poreuses que ça. On les voit circuler dans le pays. On sait très bien où est-ce qu'ils vont. Pour la plupart, en tout cas pour ceux dont on connaît la destination, il va falloir qu'on sévisse. Surtout, je me dis que en fait, les gens ne viennent pas aujourd'hui exploiter des terrains comme ça. Il faut bien, à un moment donné, que les propriétaires de ces terrains-là leur cèdent des terrains, Donc, moyennant forcément quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez près de 500 000 personnes, plus de 500 000 personnes qui vivent des revenus de ces mines-là. Mais ces personnes-là, il faut les sanctionner aujourd'hui. C'est une mafia. En tout cas, des voix se sont élevées, ces voix continuent de dénoncer cette situation-là. Et encore une fois, ce drame qu'on a vécu là tire J'espère un que peu ça plus la suffira à sonnette interpeller d'alarme. sur la question. pour Voilà. pouvoir, Un peu plus de voilà, réglementation exactement. et surtout penser aux populations locales qui vivent dans ces zones. Un autre sujet, celui-là, c'est dans le domaine du sport. C'est cet hommage-là posthume au passionné du football qui était monsieur Augustin Sidi Diallo. Sidi Diallo, oui, en effet. Donc, juste pour rappel, hein, il est décédé le samedi 21 novembre 2020. Et donc, le président de la FIF a été inhumé vendredi 27 novembre. Alors, dans la journée du 26 novembre, le jeudi, il y a vraiment eu, on va dire, une vague d'hommages à cet homme-là. Ça a commencé dans l'après-midi à la Maison de Verre de Trècheville, qui est le siège de la FIF, hein, où plusieurs sportifs, ainsi que le ministre des Sports, Dao Poulain, a intervenu, a eu un speech très poignant, on va dire, très ému. Et puis il a dit ceci, et je cite, il a dit « Pour les services rendus, je propose que le bâtiment que l'État a mis à disposition de la FIF porte ton nom ». Et puis il a rajouté que M. Sidi Diallo, il est vrai qu'un éléphant ne meurt jamais, mais la disparition de Sidi Diallo laisse un grand vide, comme une symphonie inachevée. On pouvait ressentir l'émotion de toutes les personnes qui étaient présentes. Il y a eu aussi le discours très émouvant de Sori Diabaté, qui était son homme, on va dire son bras droit, quelque part. On a pu le voir sur les images, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, mais on a pu le voir au pied de Brigitte Diallo, la femme du défunt. Et il était inconsolable, elle aussi elle était inconsolable. Oui. Et puis il a aussi cité dans ses propos, tu étais un chef, un vrai chef qui jamais ne fuyait ses responsabilités, toujours prêt à aller au front pour nous. Et puis ensuite, il s'est adressé à la famille, d'abord donc à Brigitte Diallo. Il lui a demandé de rester forte et de tout donner à Dieu. Et puis ensuite, il s'est adressé aux enfants et il leur a demandé de tenter d'être comme papa, simple et aimable. En tout cas,
tout le Gotha du sport, hein, Ouais. tout le monde du Ouais. sport s'est arrêté, C'est arrêté ce jour-là. pour rendre hommage à ce passionné. C'est ce mot-là qui est revenu dans tous les Exactement. hommages qui lui ont été dans- rendus. et dans la soirée justement de ce jeudi-là, il y a une veillée de prière à la grande mosquée de la Riviera Golf, avec la présence d'illustres personnalités, notamment le chef de l'État Alassane Ouattara, qui n'a pas manqué de s'exprimer sur cette perte. Et puis il l'a tweeté, je cite, « C'est avec une vive émotion que j'ai pris part dans la soirée du jeudi à la grande mosquée de la Riviera Golf, à la veillée de prière pour le repos de l'âme de mon neveu, Augustin Sidi Diallo, président de la FIF. Ok. En tout cas, vous Et l'avez puis dit. il a souhaité ses condoléances, bien sûr, à la famille. À la famille. En En tout cas, tout cas, je ne suis pas très sport, mais pour ce que j'ai entendu des différents hommages, en tout cas, certains étaient très touchants. Et en tout cas, j'ai senti en fait que c'était une personnalité qui était, on pourrait dire, qui conciliait les gens, en fait, qui les réunissait. qui était discret, voilà, même si on n'était pas d'accord, avec les idées, voilà. mais, sur les qualités de Voilà, l'homme, c'est on ça. pouvait ne Un pas médiateur, ne pas aimer. les gens étaient- exactement, ouais, les toujours gens- prêts à écouter, à rassembler, et vraiment. les uns et les autres ont été unanimes sur les qualités et les valeurs Exactement. qu'incarnait l'homme. Merci beaucoup, Sophie Aïda. En tout cas, nous, sur Live TV, nous lui avons rendu cet hommage-là avec des internationaux, des personnalités qui ont eu des témoignages très poignants donc, concernant la vie de cet homme. C'est une perte pour le football ivoirien exactement. et ouest-africain. En tout cas, il reste pour toujours dans nos cœurs. Au Burkina Faso, Reine, si vous vous êtes intéressé Non, ça sera ah, pas c'est pareil. plutôt Ce sera Edith Bou. pourquoi j'ai Je pensé sais que à tu vous l'aimes bien. Je sais. Je suis désolé. Non, mais après, je vous explique. Il m'adore, oui. Ouais, c'est ça. C'est au Burkina Faso. Donc, pas de majorité au Parlement pour le président Roch Marc Christian Kaboré. Pourquoi Finalement, c'est une belle victoire avec ses 57,87% à l'élection présidentielle, mais malheureusement, il n'a pas pu obtenir cette majorité tant attendue, en tout cas au niveau du Parlement. Et je pense que c'est assez spécifique hein, aussi au Burkina Faso, c'est-à-dire qu'en même temps que se tient l'élection présidentielle, en même temps, C'était couplé, oui. voilà, c'est couplé à l'élection législative. Donc la CENI, leur organe électoral indépendant, a donné en même temps aussi ce dimanche les résultats des législatives. Et il se trouve que le MPP, le Mouvement pour le Peuple, qui est le parti de Roch, je prononce bien, Roch Kaboré, le parti de Roch Kaboré a gagné uniquement 56 sièges sur 127. Or, il lui fallait obtenir, pour garantir en tout cas sa majorité parlementaire, il lui fallait obtenir près de 64 sièges. Edith Broubleu, qu'est-ce que cela implique? Il faut savoir que malgré, en dépit de cette absence de majorité pour son parti, il n'aura pas véritablement les mains libres pour pouvoir, on va dire, exercer en tout cas son pouvoir, surtout au Parlement, parce que c'est là que les lois se votent, c'est là qu'on peut avoir un contre-pouvoir de l'opposition, puisque c'est son adversaire, Zéphirin Diabo. voilà, Zéphirin, qui a eu cette majorité, avec également Eddy Komboigo, du CDP, qui ont eu cette majorité au niveau du Parlement. Donc c'est un contre-pouvoir qui se met en place. Ça montre également aussi la vivacité de la démocratie, surtout pour ce pays qui a connu des années difficiles et qui aujourd'hui est en train de se reconstruire avec une très belle élection qui s'est tenue, avec l'opposition également qui, malgré le fait qu'elle ait dénoncé certaines fraudes, quand même, est restée républicaine, on pourrait le dire. Le CDP qui est l'ancien parti, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Voilà, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Pour résumer, le pouvoir présidentiel est dans les mains du parti au pouvoir et le pouvoir législatif dans les mains de l'opposition. Exactement, dans les mains de l'opposition. Et donc, il faudra au parti de Roch Kaboré, faudra qu'il trouve des alliances au sein d'autres partis de l'opposition pour pouvoir essayer de renforcer sa présence au niveau du Parlement et voilà, pouvoir avoir un mandat quand même assez libre en termes d'exercice. En fait. On a vu un peu le cas aux États-Unis lors du deuxième mandat de Barack Obama où finalement les républicains ont eu cette majorité au niveau du Sénat et on a bien remarqué que Barack Obama n'avait pas vraiment les mains libres. On a même frôlé souvent les shutdowns où exactement. Une loi ne pouvait pas passer. C'est ça le pouvoir. C'est-à-dire en démocratie, on a la possibilité, lorsqu'on est dans un régime parlementaire, de pouvoir, même si on ne gagne pas une élection présidentielle, s'imposer en faisant ce qu'on pourrait appeler des vétos au niveau des lois qui sont proposées par le parti au pouvoir. Vive la démocratie. Vive la démocratie. Très curieux de voir comment ça va se passer pour le président Roch Kaboré pour ce mandat-là.
Mais en tout cas, ça va être, je pense, si ça continue comme ça, un bel exemple de démocratie. Ouais, pour, exactement. notre Un bel région. exercice démocratique surtout. Bel Un exercice. beau jeu démocratique. Pour terminer donc En là. tout cas, j'aime bien la Ouais. tenue qu'il arbore. Il est toujours fidèle à ses tenues, en Oui. tout cas. C'est du façon d'Anfani que C'est du j'adore façon également. d'Anfani, Oui. exactement. C'est très Je joli. crois que je vais m'en faire une comme ça. Oui, oui, pour- oui, Ouais, moi, j'aimerais bien. j'ai quelques tenues comme Moi ça. aussi, moi aussi. Avis à tous ceux qui voudraient m'en faire, ben, je les porterai volontiers. Voilà. J'aime beaucoup ce style. Ouais, le façon d'Anfani. Bon, je l'avais en costume et tout ça, je vous explique. C'est vrai que tu Faudra que tu le portes bien, demain, le alors. Je connais bien le Burkina, Burkina, très bien, Tu très bien. J'adore la as poulet vécu formé. et travaillé pendant longtemps. hein. Exactement, Sophie Aïda. Ouais. C'est ça. Vous savez comment on dit je t'aime Non. en moré Non. Mamnongafo. Mamnong. C'est beau. Ah, c'est joli. Ouais, c'est beau. Avec vous, Serge, on parle culture, on parle des Grammy. Oui, alors, les Grammy Awards qui vont se dérouler le 31 janvier 2021, c'est la 63e édition de cette institution, j'ai envie de dire, parce que c'est Ah ouais, véritablement quand même. devenu une institution. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est parce que je suppose que pas mal de personnes aujourd'hui se demandent pourquoi est-ce que nous parlons des Grammy sur le plateau de Live Talk. C'est parce que l'Afrique est à la mode aujourd'hui et ça nous fait plaisir. Pour ces 63e éditions, donc, nous avons, et on commencera par ça, le présentateur de cette prestigieuse cérémonie qui n'est autre qu'un Sud-Africain. Ah non, malheureusement, j'ai raté. Oh zut, j'aurais dû mettre en plus le roulement de tambour, famille de Ça, ouais, suspense et quoi. tout. Le Et ce suspense, n'est hein. pas T'inquiète, Brissano. en 2023, ça sera. Mais Ce n'est pas Brissano. dans le jeu démocratique, je crois que je vais aller présenter autre chose. Oui, mais il va peut-être falloir travailler la langue de Shakespeare. Ah ouais Alors, pour faire quoi To speak in English Je pense, oui. Je pense que vous en aurez besoin un minimum. To quand say même. the winner is Alors donc, il s'appelle Trevor Noah. Ouais. C'est un Sud-Africain donc qui présente le Daily Show Ouais. aux États-Unis depuis 2015 d'ailleurs, une émission qui est à succès, qui est une émission satirique sur l'actualité politique et tout. Donc, il fait un gros carton et c'est lui qui aura donc l'immense honneur de présenter cette cérémonie. Vous dans comprenez qu'il a un laquelle- peu mon profil, hein, vous comprenez Ah, Oui, il est Présentateur, métis, il est humoriste. il est Il est même métis, humoriste. mince, il est clair, mince et lancé. Oui, Ouais, c'est carrément votre il est profil. fixé, hein. Il présente, non pas physique même, il est Comédien, humoriste, ouais. voilà, comédien, Humoriste, il comédien. présente une émission. Voilà, un peu. Il a écrit un livre, hein. On t'attend. Moi aussi, j'ai écrit le guide du pointeur. Voilà. La page 12. À la page 12, Je me merci. rappelle. Ryan, vous comprenez pourquoi je vous adore. En tout cas, vous ne donnez pas trop de la satire pour l'instant, mais bon, allez, ça viendra sûrement. On va peut-être se contenter des éditions locales, hein, déjà, les D'accord. continentales, avant de... Très bien, Ok, très bien. D'accord. J'ai Alors, de l'ambition. voilà, donc Yemi Alade qui a été mise à contribution d'ailleurs, qui a révélé donc les nominations en ce qui concerne surtout les artistes africains. Nous avons naturellement celui qui s'est fait appeler depuis l'édition précédente Burna Boy Graham, puisqu'il était nommé également dans cette cérémonie pour le meilleur album des musiques du monde. Et malheureusement, il s'est vu voler la vedette, je dirais pas, mais bon, par la grande sœur Angélique Kidjo qui a raflé encore ce prix, mais qui disait que notre très cher Burna Boy n'avait pas démérité. Nous retrouvons également un nom qui est connu, Wizkid, aux Yeah. côtés de Beyoncé. Un ami personnel de Sophie Aïda, je le dis. Voilà. Effectivement. Donc, aux côtés de Beyoncé, vous aurez Wizkid également pour l'album, pour le titre qui est la Yes, avec Blue Ivy, la fille de Beyoncé. Beyoncé qui j'adore d'ailleurs, cette chanson. puisque je vous le dis, l'Afrique est à la mode, donc le noir est à la mode, est nommé pour 9 catégories grâce à son album Black Parade. Il y a des mécontents. Oui, des mécontents, effectivement, Il y en quand a on veut toujours, parler de The Weeknd, cet artiste qui cartonne grave justement avec son dernier album, mais qui n'est pas nommé quand pour même. cette année, alors qu'on sait très bien que son album sorti juste avant la période de Covid a été celui qui a été un des plus vendus dans cette période-là, notamment son single In Your Eyes, qui a cartonné super fort, Blended Light qui continue de caracoler au niveau des charts, qui n'a pas été nommé, mais bon, c'est des raisons qui sont, on va dire, plus ou moins connues parce qu'il a accepté de prester dans cet illustre Super Bowl qui a lieu une semaine avant les Grammys. On se souvient qu'à une certaine... Alors, je ne saurais pas vous le dire, mais je saurais faire la juxtaposition entre ce qui s'est passé, si vous vous souvenez, avec Janet Jackson et Justin Timberlake. Au Super Bowl, on avait vu Justin Timberlake dégrafer l'habit de Janet Jackson. Du coup, on avait vu un de ses tétons. Bon, après, elle n'a pas été invité à la cérémonie une semaine après parce qu'ils n'ont pas supporté la bonne presse. Par contre, le dégrafeur, lui, Justin Timberlake, avait été invité. Donc après, c'est histoire de... On ne sait pas trop s'il y a une
concurrence entre le Super Bowl et les Grammy Awards par rapport à la médiatisation, mais en tout cas, pour l'instant, ça grogne sur la toile en ce qui concerne les fans de The Weeknd. Oui, après, c'est ici la problématique. On aura l'occasion, certainement, dans les prochaines émissions, de débattre. Je termine cette phrase, s'il vous plaît, de débattre sur la question des nominations. Parce qu'il y a des personnes, justement, qu'on a nommées. S'il vous plaît, tous les deux. Merci, soyez concentrés. Des personnes qu'on a nommées qui ont refusé, même en Côte d'Ivoire, dans certaines. De plus en plus, certains artistes élèves vous dire non, vous ne me mettez pas dans votre. Oui, mais bon, c'est pas encore à l'échelon national et c'est pas encore aussi médiatisé que les Grammy Awards, mais on a suivi en Côte d'Ivoire que José une histoire avec, on peut citer le nom, ou peut-être pas en tout cas, d'une cérémonie justement de récompense des acteurs du showbiz ivoirien également. José avait été nommé dans cette cérémonie-là, sauf qu'elle a décliné gentiment l'invitation, surtout qu'à l'édition précédente, il y a eu le même scénario, et parce qu'elle n'avait pas gagné, les organisateurs avaient donc envoyé sur la toile des pics selon lesquels elle était mauvaise perdante. Donc du coup, elle avait dit que bon, elle ne veut plus être nommée dans cette, avoir son image attachée à cette cérémonie, mais coup du sort, ils ont encore profité de son image pour faire la communication autour de leur événement. Et ils m'ont fait ça aussi. Elle est montée au créneau pour dire que non, je n'en veux plus. C'est vrai que vous vous êtes excusé pendant toute l'année, mais oui, j'ai accepté les excuses, mais je n'en veux plus. En tout cas, moi, je suis contente que Burna soit encore nominé, parce que l'année dernière, on pensait tous qu'il allait gagner. Mais toujours dans la catégorie cette année, World Music. World Music. Et on va penser justement à tous ces anciens, donc les Africains également, qui ont été déjà nommés et qui ont déjà gagné des lauréats rapidement. On ne va pas donner toute la liste, mais je vais penser à un coup de cœur à moi, c'est Ali Farka Touré. Ça c'était en 1995, 2005 et 2011. Et on va penser également au musicien malien Toumani Diabaté, que vous connaissez forcément également, le père de Sidiki Diabaté, un des meilleurs joueurs de kora au monde, 2005 et 2011. Et on n'oubliera pas la chanteuse béninoise Angeline Kidjo, 2008-2015. Et Youssou N'Dour également en 2005. César Evoria, 2004. Vous savez, je vous retrouve dans un élément, vous êtes très très content. Oui, d'accord. D'accord. On se remercie dans le contour de l'actualité. Place, on l'a vu et entendu. Merci, messieurs. Notre lu, vu et entendu nous vient de la page Twitter de Monsieur le Président de la Nouvelle Côte d'Ivoire, Monsieur Nyamie Konan. Il a posté ce 26 novembre le statut suivant. Servir dans un gouvernement doit et peut permettre au président d'un parti politique d'expérimenter sa propre vision et non de l'abandonner pour adopter celle des autres, afin que ceux qui ont des yeux pour voir témoignent. Oui. Ça cache beaucoup de choses. Alors, décryptage. Traitement de texte ou... Non, en fait, je pense que j'ai bien cerné, si je ne me trompe pas, la première partie. Après, le mot de fin, bon, c'est un peu fantasmagorique à mon avis. Mais je pense qu'il faut... En gros, il veut dire ne vous vendez pas. Voilà. Quand vous rentrez dans le gouvernement, ne vous vendez pas, n'oubliez pas vos idéaux de base. N'oubliez pas vos militants, ceux qui vous ont poussé. Ne vous vendez pas dans la masse, voilà, tout simplement. Ne vous vendez pas dans la masse. En gros, c'est ça. Donc maintenant, la vraie question, c'est qui est le vendu, selon son regard. Voilà. Parce qu'il n'y a pas encore je pense qu'il n'y a pas encore eu de remaniement ministériel. Mais en ce moment, il est lancé dans des punchlines sur la toile et sur Twitter en ce moment-là. Il commence à prendre ce positionnement. Il est sur le plateau. J'espère qu'on le reverra bientôt. Oui, il va certainement nous donner les fins mots de ces différents tweets et surtout nous expliquer ce que c'est que le tweet embaoulé. En tout cas, c'est un personnage qui de plus en plus s'intéresse. Les gens s'intéressent à ses posts. En fait, je pense que c'est une manière aussi pour lui d'attirer l'attention, de faire vivre aussi ses réseaux sociaux et de pérenniser en fait ce qu'il avait déjà commencé. Une nouvelle façon de donner l'activité dans l'opposition. Exactement. Je pense que Trump l'a fait inversement en étant à la tête de la Maison-Blanche. En tweetant au plus vite que la lumière, il pourrait se positionner comme ça. Et, il y en a d'autres qui le font ici. Il s'est ramassé aussi souvent. Je vais pas citer les noms, hein, on va taire. Ne me regardez pas quand vous dites ce genre de choses, ne me regardez pas du tout. Moi, j'aimerais bien aller jusqu'au bout de la curiosité. Non, mais ils sont nombreux aujourd'hui, ces hommes politiques-là, à utiliser les réseaux sociaux, à partager les points de vue. Et puis je pense qu'ils sont écoutés, ils sont entendus, en tout cas par leur fanbase.
on pourrait le Mais dire. soyez sans filtre. Non, mais en fait, on n'en parle pas de peur d'en oublier. Voilà, ça, on n'en cite exactement. pas de peur d'en oublier. Exactement. Parce qu'après, on va citer d'un. Oula. Non, c'est pour ça. C'est pour ça. Vous c'est pour vous ça. mettez des filtres là, ouh là là. Moi, j'ai parlé. Hein. Non, là, t'as vu, on n'a plus le temps. Sauvé by the gang. Ce soir, nous nous sentons très en sécurité autour de cette table. Zen. Zen. Notre invité du soir est maître en taekwondo. C'est un art martial venu de Corée. Il est également président international du réseau des pratiquants d'arts martiaux pour la paix. Voilà. Monsieur Olivier Avoie est avec nous. Bonsoir, monsieur Avoie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le réseau de pratiquants d'arts martiaux pour la paix. Pourquoi arts martiaux, paix? Certains disent, quand tu fais... Oui, alors, effectivement, cela peut paraître paradoxal d'entendre arts martiaux et paix. Parce que les arts martiaux, c'est l'art de la belligérance, hein. C'est l'art du combat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pratiquants d'arts martiaux apprennent à se battre pour ne pas avoir à se battre. Voilà, nous apprenons à nous battre pour ne pas avoir à se battre parce qu'en fait, ce que vous voyez, ce qui est la partie visible, c'est-à-dire les pratiques, les techniques que nous développons physiquement, ne sont pas l'essentiel des arts martiaux. À côté de cela, il y a la philosophie qui constitue même le fondement des arts martiaux. Et cette philosophie-là, c'est une philosophie de paix, de non-violence, de tolérance, de pardon. Voilà. Donc, un maître d'arts martiaux, à partir de la ceinture noire, en tout cas, il doit être maître de lui, maître de ses émotions, maître de ses pulsions. Il doit éviter à tout prix la belligérance. Et vous ne verrez jamais, en tout cas, un bon pratiquant d'arts martiaux ayant la ceinture noire se bagarrer. Ce n'est pas possible. Et comment votre plateforme est organisée concrètement? Alors, vous parlez du réseau. Oui, du réseau, oui, bien sûr. D'accord. Alors, le REPAM Paix, c'est le réseau des pratiquants d'arts martiaux pour la paix. Vous savez bien que la paix est le préalable à tout. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vie sans paix sociale. Et nous qui avons vécu donc, à la période du président Houphouët-Boigny, nous prenions la paix pour acquis en fait. Et nous nous sommes rendus compte au fil du temps que la paix commençait à être fragilisée depuis quelques décennies. Nous nous sommes donc posé la question de savoir qu'est-ce que nous pourrions apporter, qu'est-ce que nous devons faire comme contribution, en tout cas pour stabiliser la paix dans ce pays. La réponse a été trouvée dans notre philosophie, la philosophie des arts martiaux que nous pratiquons. Donc c'est ainsi que nous sommes mis ensemble et nous avons décidé donc de mettre en place cette structure. Alors c'était un réseau apolitique, il faut le dire, et international. International parce que nous sommes dans plusieurs pays. Nous sommes au Burkina, nous sommes au Mali, nous sommes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le réseau compte à peu près 10 000 membres répartis sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous sommes organisés en comités de base. Donc chaque commune, en fait, a un bureau. Et donc c'est ainsi que nous travaillons pour, en tout cas, maintenir un climat de paix. Le but, c'est quoi? C'est de faire adhérer le plus grand nombre de personnes, puisque vous êtes convaincu que la pratique des arts martiaux vous amène à une certaine sagesse, à une certaine philosophie, maîtrise de soi, une on pas les certaine zen maîtrise de soi. attitudes. Donc du coup, si toute la population jeune et active se met aux arts martiaux, il n'y a plus de risque de guerre, d'affrontement. Voilà. Exactement. Alors, notre mission, c'est de promouvoir la culture et la pratique de la paix. Mais notre vision, c'est d'atteindre non pas 99% de paix, mais 100% de paix. Nos membres sont constitués des pratiquants d'arts martiaux, donc qui constituent donc le socle de l'association, mais on a aussi des non-pratiquants. Donc toute personne éprise de paix est la bienvenue. Et même ceux qui n'ont pas encore fait le choix de la paix, nous sommes convaincus qu'à notre contact, ceux-là seront transformés et deviendront aussi des artisans de paix. Vous serez peut-être un peu dissuasif Alors, pour ceux qui seraient... De façon concrète, lors du lancement justement de ce réseau, c'était le 24 octobre 2019, vous disiez que vous comptez lutter contre la violence sous toutes ses formes. Exactement. Comment est-ce que ça se matérialise concrètement sur le terrain? Alors, C'est la première idée qu'on a, ils veulent lutter contre la violence, c'est les karatékas, il faut lutter avec eux. Alors que c'est pas vraiment ça. Commencez déjà dans les esprits. ouais. Alors, oui, c'est vrai, nous travaillons à lutter pour la non-violence. Donc, on lutte contre la violence sous toutes ses formes, économiques, sexuelles, sociales, toutes sortes de violences, en fait. Et nous avons une approche en 3 phases. En fait. Nous faisons d'abord de la sensibilisation adaptée.
Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit en fait que c'est dans la tête des hommes que naissent les conflits, la violence, la guerre. Et c'est là où il faut aller, les types. Et donc, notre approche est donc de sensibiliser de façon adaptée, en nous appuyant sur notre philosophie, la philosophie des arts martiaux, mais aussi en nous appuyant sur la réalité de la situation. Alors, on n'aura pas le même message qu'on aura à un enfant, à un adulte, ou en tout cas dans des situations où la paix est déjà fragilisée, par rapport à la paix, là où la paix est peut-être en train, où il y a des velléités, mais qui ne sont pas encore affirmées. Voilà, donc les approches sont vraiment ciblées et adaptées. Deuxièmement, on fait faire les choses ensemble aux gens. Il faut comprendre que là, on revient d'un bateau. Ce qui nous a été donné de remarquer en bateau, c'est qu'en fait, les gens ne se pratiquent pas. Les gens ne se... Je crois, maître, qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, dans la deuxième partie de notre entretien. Mais moi, la question que j'ai pour vous, c'est pourquoi c'est maintenant qu'on entend parler vraiment de cette association, de ce réseau. Il y a péril à la maison, à la demeure? Alors, il faut dire que nous ne sommes pas bristes dans l'ostentation. Nous sommes pour des actions concrètes, des actions efficaces, dans le pragmatisme. Nous avons démarré nos actions loin des caméras, parce que ce qui importe pour nous, c'est des résultats, c'est d'avoir un climat de paix, un climat apaisé. Chaque fois que nous recrutons un membre, nous lui créons une zone d'influence, en fait. Donc, nous mettons autour de lui des cercles concentriques autour de chaque membre. Et en fait, ils sont mis en mission. Donc, c'est 20 personnes dans les cercles d'influence qu'on leur confie, donc qui émanent de leur famille, de leur zone, de leur environnement de travail, de sport, etc. Et ceux-là, ils ont pour mission de les suivre, de les coacher, de leur parler de paix. Et donc, 10 000 membres, 20 personnes, c'est 200 000 personnes que nous touchons de façon quotidienne. Quelle est votre zone d'influence à l'intérieur du pays, puisqu'on sait que ce sont particulièrement ces zones qui ont été touchées par les violences lors de la crise, en tout cas pré- et post-électorale. Quelle est votre zone d'influence dans ces zones? Est-ce que vous les touchez? Vous parlez du fait de ne pas communiquer, mais souvent pour se faire mieux connaître par les populations, il faut souvent communiquer beaucoup plus. Absolument, non, absolument. Il faut dire que aujourd'hui, on a connu c'est vrai, des zones où il y a eu des affrontements, où il y a eu des problèmes, mais il y en a eu plusieurs autres où il n'y a rien eu. Et je pense que nos actions ont contribué fortement à cela. Nous avons éteint plusieurs foyers de tension dans plusieurs communes, à Bobo, Koumassi, etc., et même à l'intérieur du pays. Mais bon, ça, ce n'est pas des choses visibles. Mais c'est vrai qu'à côté de cela, Edith, nous avons quand même posé des actions visibles, comme notre participation au 2 Journées nationales de la paix 2019-2020 à l'invitation du ministère de la Solidarité. Nous avons aussi eu une action forte pendant la crise liée à coronavirus. Donc nous avons distribué des masques à 5 000 personnes, au moment où les masques étaient encore un luxe. Hein. Oui. Je me rappelle, ce n'était pas évident. Nous avons distribué aussi des vivres à plusieurs familles démunies. Donc, parce que nous pensons que la paix a une dimension économique aussi. Voilà. Écoutez, je ne pense pas que l'un d'entre vous irait brûler des pneus ou brûler des bus si vous avez des rapports à rendre, si vous avez des émissions à préparer, si vous avez des marchandises à livrer, etc. Donc, le volet économique est important aussi, il faut l'adresser. Et donc, nous avons voulu, en tout cas pendant la crise du coronavirus, aider quelques familles. C'est 1000 familles dans le district d'Abidjan et à Niamey qui ont reçu la visite de nos agents sur le terrain. Et comme je suis très curieux, je me dis, voici des pratiquants d'arts martiaux qui font des dons, qui livrent des masques, même quand c'est très très cher. D'où vient le financement? Vous avez quoi comme moyen d'obtention de ces ressources? Alors, c'est vrai que cette question nous est souvent posée. En fait, en nous engageant sur cette voie, nous l'avons fait avec beaucoup de conviction et beaucoup d'entrain. On ne s'est pas posé de questions, on s'est lancé. Alors, dans notre réseau, il y a du tout. Hein. Il y a des hommes d'affaires, il y a des artisans, etc. Donc, chacun vient avec ce qu'il a. Son énergie, sa force, sa créativité, son argent, etc. C'est vrai que nous avons des moyens limités, mais nous avons commencé à travailler. Voilà. Et on s'est dit, de toute façon,
à force de travailler, peut-être que des personnes comprendront le bien fondé de ce qu'on fait et viendront nous apporter leur contribution. Mais on n'attend pas cela pour avancer, parce que là où on parle de paix, il faut y aller. Et on pense que Dieu est avec nous et on ne devrait pas avoir de problème. Et vous avez des représentations dans la sous-région? Si oui, combien environ? Oui, alors nous sommes au Burkina Faso, et avec le président Ouari Aboulaye, que je salue au passage, et au Mali avec le président Cheikh Koulibaly, qui est très très dynamique. Là-bas, ils travaillent aussi fortement, ils occupent le terrain. Vous entendez donc étendre votre réseau, oui, hein, le réseau. À une certaine époque, vous parliez tout à l'heure de personnes qui ont connu la Côte d'Ivoire de feu le président Félix Houphouët-Boigny. À une certaine époque, les jeunes qui savaient se battre étaient utilisés différemment, mais par le gouvernement à l'époque. On a entendu parler des VS, on a entendu et on a vu des jeunes s'affronter dans des quartiers. On a vu ces jeunes-là également aller éteindre le feu lorsqu'il y avait des manifestations, des grèves. Est-ce que vous entendez aujourd'hui changer le tir, rectifier les choses, mais toujours en utilisant ces jeunes qui savent se battre pour qu'on n'ait plus aujourd'hui, ils ne soient plus au cœur des foyers qui embrasent en fait lors des crises? Alors, je pense que ceux dont vous parlez n'étaient pas forcément des pratiquants d'arts martiaux. C'était des loupards. Voilà, c'est des gens qui avaient peut-être la force physique, etc. Des jeunes qui savent se battre. Voilà, mais nous justement, Parce que la pratique de l'art martial répond à des règles. Voilà, répond à des règles. Oui, mais excusez-moi, mais il y avait parmi les loupards, il y avait de grands pratiquants. Hein. Oui, mais qui n'étaient pas, je dis... Savoir se battre n'est pas forcément, c'est ça? Voilà. Il y a une nuance en fait. Il y a une nuance. Ouais. Savoir se battre n'est pas forcément être pratiquant d'art martial. Voilà. Et en fait, ces gens-là, je pense, n'étaient pas animés de la philosophie de notre art. Parce que, franchement, je ne connais pas de maître d'arts martiaux, ceinture noire, en tout cas, qui se battent. Moi, je pense dans le prolongement de la question de Serge, il a parlé de ces jeunes qui avaient une certaine maîtrise des combats et même on parle également des enfants en conflit avec la loi. Comment, grâce à la pratique des arts martiaux et en intégrant votre réseau, votre plateforme, vous pouvez transformer positivement, on va dire recycler, en tout cas ces jeunes qui ont une certaine fougue, qui soient animés d'une certaine fougue en fait, pour les transformer en acteurs de la paix, puisque c'est ce que votre réseau fait. Exactement. Alors la première chose que nous faisons avec ces enfants, et nous en faisons déjà, hein, c'est déjà de les prendre, de les amener dans nos écoles d'arts martiaux. Donc on leur apprend notre philosophie, on leur apprend la non-violence. Donc on les attribue à certains maîtres, puisque nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Donc on en a fait à Bobo, on a envoyé des enfants dans des clubs pour qu'ils soient sensibilisés. Et deuxième chose, nous avons dans notre approche un volet économique de lutte contre la pauvreté. C'est important, je l'ai dit tout à l'heure, l'aspect économique. Donc ces enfants-là, on essaie de les orienter vers des métiers, on essaie d'imaginer des projets qui puissent monter ensemble pour justement s'assumer, c'est ce que un peu économiquement. Et combien d'enfants sont ressortis par exemple avec un métier concrètement? Alors actuellement, nous sommes dans le processus. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Je sais qu'à Yopougon, on a une cinquantaine d'enfants déjà qu'on est en train d'encadrer. Je sais aussi qu'à Bobo, nous sommes en train de penser à des projets de taxis communaux, etc., pour le comité de base de cette localité, qui va permettre donc d'autofinancer ces activités. Donc, voilà, notre approche, elle est en 3 phases, comme j'ai dit: sensibilisation adaptée, faire des choses ensemble et puis lutter contre la pauvreté. Quand vous avez sur le plateau 2 pratiquants d'arts martiaux, Serge et moi, donc nous tous, lorsque nous partions pour nous... non. Alors, non. Il se désolidarise. Non, mais j'ai commencé le parcours, mais pas comme vous. Pas comme moi. J'ai abandonné très vite. Comment on J'étais fait, pas très souple à l'époque. Comment on fait pour moi et Rayana qui ne pratiquons pas cet art martial, comment on fait pour intégrer le RIPAM? Alors, des choses. Pour intégrer le RIPAM, il suffit de manifester l'intérêt et puis vous êtes membre. Aussi facilement que ça. Oui, vous n'avez pas besoin d'être pratiquant d'arts martiaux, même pas besoin de faire du sport. Il suffit de vouloir
venir contribuer en fait à... Excusez-moi, monsieur Avoie, mais pourquoi, vous me direz des formations professionnelles peut-être, mais pourquoi est-ce que mon esprit n'arrête pas d'entendre une voix politique à travers ce mouvement? Je t'attendais sur ce Est-ce que point. j'entends pas des ambitions? Parce qu'on parle de 10 000 membres aujourd'hui autour d'une histoire d'armes martiales qui finalement... allez, on n'est même plus obligé de pratiquer l'art pour pouvoir intégrer. Ça n'arrête pas de grossir, on n'arrête pas de recruter, et surtout dans la force active, les jeunes. Il n'y a pas quelques ambitions Bon, ma politiques question qui se cachent derrière ça? qu'on n'avait pas laissé terminer, c'était vous avez des pratiquants d'arts martiaux qui, lorsqu'ils venaient aux arts martiaux, se disaient on vient parce qu'on veut apprendre à se battre. Et quand on a été dans le moule, on s'est rendu compte que l'objectif des arts martiaux, ce n'était pas forcément de se battre, c'était dans un premier temps de forger une certaine zen attitude et tout ça. Donc, je crois que c'est une technique pour dire venez, même si vous n'êtes pas pratiquant, et à l'intérieur, vous travaillez les esprits. Avant de revenir à la question des Ouais, serres mais, d'initiative. justement, Ouais. ça, c'est, Je n'avais pas terminé. Oui, Serge, non, ne vous en faites pas pour cela. Oh non, je m'en fais pas. Je veux juste savoir. Il y a la barre, hein, on pourra Voilà, ressortir ça dans donc- quelques années. Voilà, Il y c'est a des ça. ambitions politiques derrière? Alors, j'ai envie de dire, aucune ambition politique derrière. L'ambition politique, oui, c'est celle de la politique de la paix, la politique de la cohésion, la politique du vivre ensemble. C'est une réponse Si c'est très cela, politique. que vous appelez politique, oui, nous faisons la politique de la paix. D'accord. Mais au-delà de cela, la politique politicienne ne nous intéresse pas. Mais même la politique dont vous parlez ne peut pas se faire sans la paix. Voilà, donc nous créons peut-être les conditions pour que les politiciens fassent le travail. En tout cas, ça va être difficile hein, de refuser, de ne pas adhérer à vos idées lorsque vous allez grandir, puisque hein, un parti de pratiquants d'arts martiaux. On va marquer Un parti, non. Notre invité ce soir est Olivier Avoie, je rappelle qu'il est président international du REPAMPE, le réseau des pratiquants d'arts martiaux pour la paix. Et justement, à ce titre, vous avez effectué une visite aux populations de Mbato, on le sait, qui a été en proie à des remous sociaux. Pourquoi avoir décidé d'être au contact des populations de Mbato? Alors, lorsque la nouvelle nous est parvenue donc de ce qu'il y a eu à Mbato le 9 novembre, nous avons été meurtris par ce qui s'est passé. Et nous nous sommes dit qu'il était important pour nous d'aller déjà vers nos frères et sœurs de Mbato, leur apporter notre soutien fraternel, essayer de penser un peu les blessures, mais surtout essayer donc de faire tomber le mur de la méfiance. Parce qu'avant d'y aller, nous avons eu plusieurs entretiens avec des jeunes, des leaders, des jeunes, des chefs religieux. Je parlais avec le préfet des régions et j'ai compris un peu qu'il y avait en fait un fossé entre les populations qui se considéraient comme malinquées contre Aïni. Bon, je ne comprends pas trop bien cette notion, mais on va y revenir certainement. Donc nous y sommes allés. Nous avons pris l'initiative d'aller en tant que REPAMPE de façon purement autonome. Nous avons participé à une grande prière œcuménique qui avait été organisée par pure coïncidence de date par les autorités de la ville. Alors, donc à cette prière-là, c'était un grand rassemblement. Nous avons passé des messages forts, des messages de vivre ensemble. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Oui, beaucoup. Nous avons été entendus. Je pense que le clergé qui était là, les chefs traditionnels, les populations ont été très sensibles à ce que nous avons dit, nous avons fait. Ensuite, nous avons une réunion, c'est l'étape la plus importante pour nous, c'est de rencontrer les leaders d'associations de jeunes. Donc une trentaine au total de leaders étaient avec nous. Nous nous sommes parlés. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Voilà. Nous avons essayé de comprendre déjà les causes de ce problème. Oui, je pense que ce qui s'est passé est la résultante en fait du fossé qu'il y a entre ces communautés qui n'ont pas l'habitude de faire des choses ensemble. Et c'est ce que nous avons noté. Il y a aussi une crise de confiance qui s'est installée. Et puis le troisième élément, c'est la capacité à comprendre qu'en fait, on a des droits, mais d'autres aussi ont des droits. Et que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. Donc, je résume ça ainsi, pour dire qu'on s'est parlé, on s'est compris, mais l'objectif c'était de comprendre et surtout de
de définir ensemble les perspectives pour plus que ça arrive. Pour plus que ça arrive, plus jamais que ça arrive. Donc, on a eu des pistes qui ont été dégagées. Aujourd'hui, nous savons exactement ce qu'il faut en bateau et dans d'autres localités pour que ce type de... Vous avez installé une base à bateau Voilà. de Ripal? Oui, alors justement, on est allé et c'était la dernière étape de notre mission, et installer une base. Et nous devons repartir en bateau pour définitivement sceller, je dis, la cohabitation pacifique entre ces peuples. Pour de telles actions aussi louables, est-ce que vous bénéficiez de subventions, d'aides de l'État? Alors, nous sommes allés avec nos propres moyens. Comme je l'ai dit, on ne se pose pas de questions. On prend le peu qu'on a et puis on s'organise de façon optimale pour y aller. On n'a pas été soutenu, on n'a pas eu de soutien d'une institution quelconque. Nous sommes allés de nos propres moyens. En cas, nous avons loué un car, nous sommes partis. C'est peut-être le lieu de lancer un appel, puisque visiblement vous œuvrez pour la réconciliation, pour la calmie, vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez des Est-ce que vous des n'en cherchez besoins. pas plutôt l'indépendance? Non, alors nous avons besoin d'aide parce que de toute façon, nous sommes convaincus d'une chose, si nos actions, si nous avons plus de moyens, nos actions auront plus de portée. Exactement. Rien à dire. Alors, je pense qu'on connaît tous les réalités du terrain. Quand on parle de sensibilisation, on ne se retrouve pas toujours en face de gens qui sont réceptifs à ce qu'on dit. La jeunesse, par exemple, celle d'un bateau, a sûrement des frustrations intérieures, des blessures intérieures qui sont plus profondes. Donc, quand on vient parler d'art martial pour la paix, est-ce qu'on est vraiment compris? Ou comment est-ce qu'on se comporte face à une jeunesse qui est peut-être réticente par rapport à ce qu'on dit? Alors, justement, ça va peut-être vous étonner, mais nous sommes peut-être plus écoutés que les autres organisations qui parlent de paix. Parce que nous maîtrisons la belligérance, le combat. Vous savez vous battre. On sait se battre et on sait être violent. Nous avons d'abord dompté cette violence en nous et nous avons fait le choix de la paix. Donc, quand on vient leur parler de non-violence, ils comprennent le message. Ils se disent, si ceux-là nous parlent de non-violence, c'est qu'il vaut mieux les D'ailleurs, il y a suivre. cette fameuse phrase qui dit que le dialogue, c'est l'arme des forts. Voilà. C'est parce que je suis fort que je dialogue. Voilà. Vous pensez donc qu'ils Mais ont... qui veut la paix prépare Non, la guerre. non, mais je peux Aussi. vraiment vous assurer qu'il y a eu des images fortes. Ils se sont parlé. C'est vrai qu'au début, les tensions s'étaient surchauffées. C'était palpable. Oui, c'était J'imagine. palpable. Et j'ai identifié deux personnes, deux jeunes, un Naïni et un Malinké, bon, qui étaient vraiment énervés, Prêt à en découdre. en découdre. Et j'ai pris le pari de les réconcilier. Et je me suis dit, si ces deux-là arrivent à se parler, arrivent à rire et à s'embrasser, on aura réussi notre mission en bateau. Et ils ont finalement ri, parlé, se sont salués. J'aimerais savoir comment. Comment avez-vous fait? Vous les avez menacés? Si vous n'arrêtez pas, vous les deux là. Non, ça donne de l'espoir. Non, oui, non, ça donne l'espoir. En fait, non, je leur ai fait comprendre simplement que nous sommes des frères, ils sont des frères, et qu'ils sont obligés de vivre ensemble. Ils sont obligés de vivre ensemble, ils sont de la même nature. Et que de toute façon, on trouvera toujours des raisons de se fâcher l'un avec l'autre. Mais ce qui doit prévaloir, c'est notre essence humaine. C'est la fraternité qui nous lie, c'est l'amour qui doit être notre ciment. Ils ont compris. Je leur ai dit que, en plus, bon, je vais peut-être vous choquer, mais je leur ai dit que notre vraie demeure, elle n'est pas terrestre, elle est ailleurs. Si ce n'est en haut, notre demeure, c'est sous terre. Donc, ce n'est même pas la peine de se prendre la tête. Pour vous emboîter le pas dans ce qui est de l'abstrait, j'ai envie de vous ramener, hein, je pense à tous les deux, sur votre domaine de prédilection, notamment les arts martiaux, Oui, et merci. beaucoup plus sur la philosophie derrière. Est-ce qu'il fait, il est membre, Brice? Non, pas encore. Il a arrêté, il a laissé tomber. Oui, Bref. non, il est Voilà. Ceinture noire. presque Ceinture noir. noire, Ah, ouais. noir. Noir, même. Donc, pour vous ramener à cette philosophie des arts martiaux, pour le peu que je puisse, pour le peu que je sache en tout cas, elle nous vient d'Asie. Et donc, elle a été étudiée sur les défenses des animaux et tout, notamment le kung-fu, comment est-ce que certains animaux se défendaient, comment est-ce que ça a pu être appliqué aux hommes. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'Africain, lorsque vous embrassez cette philosophie-là, africain et intellectuel d'ailleurs, est-ce qu'il y a des projets de développement de cette philosophie en la ramenant beaucoup plus proche de nos réalités? On a nos animaux aussi dans nos mousses. Pourquoi pas utiliser aussi leur comportement? Est-ce qu'on a pensé pousser un peu plus loin le développement de cet art qui nous vient d'Asie? Est-ce qu'il faut réinventer la roue? Voilà, en fait, c'est la question. Bon, je sais qu'il y a des personnes, il y a un maître qui a inventé un art martial ivoirien.
voilà, où les noms sont embêtés, etc. C'est bien, on salue cette initiative-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est, nous, au-delà des origines ou des animaux, ça, c'est en plus, c'est un peu plus spécifique au Kung Fu, enfin, au Wushu, donc ça, c'est une spécialité, une discipline spécifique. Mais ce qui est transversal sur les arts martiaux, véritablement, c'est vraiment la philosophie, de la paix. Et puis, peu importe l'origine, peu importe la façon dont c'est développé. Voilà, c'est apprendre à se battre les mains nues. Ouais. Quelquefois avec des armes, ça dépend de la discipline. Mais à la fin, c'est d'être un homme utile à la société, un homme ou une personne voilà, qui évite tout ce qui est belligérance et qui Brice est pour peut la pas paix. quelque chose. Son acteur n'est pas clair. Je le voyais s'échauffer. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là ce soir pour parler de paix, pour parler de non-violence. C'est comme ça qu'il nous regarde. Voilà. Je le voyais s'échauffer. Il prépare quelque chose. Je sais, j'ai en face de moi, mais donc je vais tester tout à l'heure certaines capacités. En 15 secondes, M. Olivier Awa, les projets du Repam Pay. Alors, le prochain projet que nous avons, c'est un grand rassemblement pour la paix, qui est prévu le 12 décembre au Palais des Sports de Treichville. Rassemblement au cours duquel nous comptons réunir 4000 jeunes autour du thème « Ensemble, gagnons la paix ». Et pour ce rassemblement-là, nous souhaitons véritablement le haut patronage, le haut parrainage et la présence effective du Premier ministre, Ahmed Bakayoko, qui est un homme de paix. Pratiquant d'arts martiaux. Voilà, nous pensons à lui justement parce qu'il est pratiquant d'arts martiaux, donc il comprend notre philosophie. Ensuite, aujourd'hui, il incarne la cohésion sociale autour de la jeunesse. C'est une palissade, tout le monde le sait. Et en troisième point, on veut donner de l'envergure à cet événement-là. Et on pense qu'avec lui comme haut parrain, notre événement aura de l'éclat et nous pourrons communier autour de ce thème-là, ensemble gagnant la paix. Je pense que vous avez été entendu. L'appel est lancé, c'est sûr, il regarde cette émission. Et donc nous sommes prêts même à décaler la date pour suivre son agenda. Mais on tient absolument à ce qu'il soit là parce que la jeunesse de Côte d'Ivoire veut le mettre en mission. On veut qu'il nous ramène la paix, la stabilité et le développement. Merci, M. Olivier Awa. Merci d'avoir été avec nous, maître. J'aimerais à faire un dernier avant la fin de cette émission. Vous voulez bon, Vas-y, soulève le pied qu'on voit que tu Ne Nemo. testez pas, Brice. Nemo, Ouais. Ne Bon, testez tout à l'heure, pas, non, Je Brice. sais tomber. tout le studio me demande pardon. Parce que là, je m'apprêtais là, parce que je vais le mettre en face de moi. Tu veux qu'on se dise On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro du Live Talk. On vous retrouve demain ici sur ce même plateau. Merci beaucoup à vous, Merci. Monsieur Avoua. Merci à mes amis du soir, Serge Kouachir, ainsi Sophie Aïda, Edith Broubleu. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. D'ici, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous garde. Merci.